19 janvier 2012, à la une du Parisien, un titre alarmiste. Votre facture d'électricité risque de bondir de 30% d'ici à 2016. Les raisons de cette hausse, jugées inéluctables, le nucléaire serait de plus en plus cher. En France, il représente 73% de la production d'électricité. Devant les sénateurs, Philippe Deladoucette, président de la Commission de régulation de l'énergie, confirme. Nous aurions probablement une augmentation des tarifs réglementés de l'électricité de l'ordre de 30%. Au Sénat, le groupe écologiste va lancer une commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. En pleine campagne pour la présidentielle et alors que le débat sur une sortie du nucléaire bat son plein, les sénateurs écologistes veulent savoir si cette énergie est aussi compétitive qu'on le prétend. Il y a un grand débat entre le nucléaire et les filières du renouvelable. Qu'est-ce qui est le plus cher? Qu'est-ce qui coûte cher? Bon, voilà. Donc l'intérêt pour nous de cette commission d'enquête, c'est quel est le coût réel de l'électricité. Comment calcule-t-on le tarif de l'électricité? Paye-t-on trop cher en France? Y a-t-il un risque d'explosion de la facture dans les années à venir? Pendant près de 6 mois, le Sénat va tenter d'y voir plus clair. Pour comprendre combien coûte l'électricité aujourd'hui, les 21 sénateurs de la commission vont entendre une cinquantaine de personnalités qualifiées. Des auditions publiques et sous serment. Mais leurs investigations ne se limitent pas au mur du Sénat. Ils vont effectuer 8 déplacements sur le terrain. Objectif, analyser les 3 composantes du prix de l'électricité, production, transport et taxes. Bien, mais écoutez, nous allons commencer tout de suite. Pour piloter cette commission, 2 sénateurs aux personnalités opposées. À droite, Ladislas Poniatowski, sénateur UMP de l'Eure, il préside la commission d'enquête. Spécialiste de ces questions, c'est un peu le monsieur énergie du Sénat. Je connais quand même bien les problèmes énergétiques en France. Je suis un des parlementaires qui les suit depuis très longtemps, déjà quand j'étais député, depuis que je suis sénateur aussi. Et je suis convaincu que ce travail-là va servir à tout le monde. Monsieur le rapporteur, à vous. Merci, Monsieur le Président. À gauche, Jean Desessarts, sénateur de Paris, un des plus anciens élus écologistes du Sénat, partisan d'une sortie du nucléaire. C'est lui le rapporteur de la commission d'enquête, lui qui va mener les auditions et faire la synthèse des travaux. On attend de chaque partenaire une sincérité, parce que ce sont quand même des institutions qui travaillent depuis longtemps sur ces questions-là, qui ont une bonne connaissance du dossier, et donc on attend une grande transparence sur les chiffres. Dans une facture, ce qui coûte le plus cher, c'est la production d'électricité. Dans les années 80, la France a fait le choix du tout nucléaire, une stratégie énergétique qui permet aux Français de payer aujourd'hui leur électricité 42 € le mégawattheure, un prix parmi les plus faibles d'Europe. Mais aujourd'hui, les programmes de maintenance et les travaux de sécurité post-Fukushima nécessitent des investissements considérables. C'est ce que pointe la Cour des comptes dans un rapport sur le coût de la filière électronucléaire. Je voudrais vous remercier, Monsieur Gilles-Pierre Lévy et Madame Michèle Papalardo, d'avoir bien voulu accepter de venir devant notre commission. Je vous signale au passage que c'est votre faute si vous êtes là. Si vous n'aviez pas fait un rapport excellent d'ailleurs sur le sujet, vraisemblablement le Sénat n'aurait pas voulu créer cette mission d'enquête. Alors, publié le 31 janvier 2012, c'est l'élément déclencheur de la commission d'enquête. Il va servir de fil rouge aux travaux des sénateurs. Quand on regarde les coûts de démantèlement, personne n'a à ce jour démantelé un parc homogène de plusieurs dizaines de réacteurs du même type. Comme personne ne sait en fait pour de vrai ce qui se passerait, nous avons regardé ce qu'en pensaient les autres. Alors là, en revanche, ça fait apparaître EDF tout en bas de la fourchette. Donc, on arrive à 18,4 milliards d'euros 2010 pour la France. En appliquant les méthodes des autres pays, vous voyez à quoi on arrive. On va de chiffres très proches, la Suède, à des chiffres qui sont largement le double. Combien coûte le démantèlement? Il représenterait 5% du tarif de l'électricité. Mais EDF l'a peut-être sous-estimé. Pour lever cette incertitude, direction Brénilis dans le Finistère.
C'est là qu'est situé un des 9 réacteurs en cours de déconstruction en France. Un habitué de Jean Vendron. Donc là, c'est précisément... Tu les as toutes visitées, tu les connais toutes par cœur. Attends, sur les 19 cibles, je dois en connaître. dont je parlais ce matin, c'est-à-dire le bâtiment nucléaire qui recevait... Faute de rentabilité, la centrale nucléaire de Brennilis a fermé en 1985. 7 ans plus tard, le démantèlement commence, un véritable casse-tête inachevé 20 ans après. Un peu de bruit, ce que vous entendez en fait c'est la ventilation, parce qu'il y a un renouvellement de l'air régulièrement dans l'enceinte. Vous avez peut-être vu une cheminée à l'extérieur du site, c'est par là qu'est évacué l'air qui est recyclé régulièrement à l'intérieur de cette enceinte, et donc en amont, un filtrage. Nous sommes là pour voir justement l'ampleur des travaux à réaliser, la vitesse à laquelle se font les travaux, les précautions qu'il faut prendre. Et effectivement, ça détermine un coût et nous sommes là pour évaluer justement le fondement du mode de calcul d'EDF. Une des particularités de Brennilis, c'est ce réacteur, cette cuve qui était horizontale. Contrairement aujourd'hui au réacteur où vous êtes dans une sorte de cocotte minute. Ici, on produisait l'énergie et là, on va la communiquer à un autre circuit. Donc, avec... Parmi les membres de la commission, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, c'est elle qui a négocié pour le compte du PS l'accord avec les écologistes sur le dossier du nucléaire. Ta conclusion, c'est je suis pour la sortie nucléaire, mais plus tard. Je suis moins pressé qu'avant. Quelle est la conclusion de la fin de l'enquête? Je suis toujours pour la sortie, mais je suis moins pressé qu'au début. Avant de rentrer à Paris, les sénateurs convoquent la presse locale pour expliquer l'avancement de leurs travaux. C'est pas une commission d'enquête sur la qualité du démantèlement. On n'est pas là pour surveiller la qualité, et on n'est pas garant de la qualité du démantèlement. On essaye de comprendre où sont les coûts. C'est-à-dire en visitant cet après-midi, en faisant du terrain, on voit donc il y a la cuve, il y a le circuit primaire, le circuit secondaire. C'est pas les mêmes coûts, il y a les matières inertes. Donc ça nous permet, c'est la première fois qu'on vient, d'avoir déjà un cadre, un peu de réflexion sur l'ensemble des coûts. La loi oblige EDF à provisionner ce coût du démantèlement et je dirais ce chiffre est affiné et évolue chaque année en fonction du... On peut le donner. Pour les 9 réacteurs qui sont en cours de première génération, EDF nous a annoncé un chiffre de charge de 2,3 milliards. Ça nous semble réaliste. On n'a aucun moyen. C'est ce qu'on va étudier. Là, à cette étape, on n'est pas l'autorité de sûreté, on n'est pas la double Cour des comptes. La seule façon de savoir si c'est réaliste, c'est d'arriver à comparer les dépenses déjà engagées par rapport à au réalisé. Et puis ce qui reste à réaliser, et c'est comme ça qu'on peut arriver à le savoir, en sachant que ce qui reste à réaliser, c'est quand même du dur encore, hein, si j'ose dire. Là, on a vérifié que le chantier se déroulait normalement, mais on n'en doutait pas. On n'imagine pas qu'un chantier de démantèlement de centrale nucléaire se passe en faisant prendre des risques aux ouvriers. Mais nous, on est là pour mesurer le coût. Et le coût du démantèlement, suivant la fourchette, c'est quand même 5% du prix de l'électricité. Or, on va à la fin du rapport, je pense qu'on va s'apercevoir que tous les coûts ont tendance à tendre vers à peu près les mêmes sommes, 60, 70, 100 euros le mégawattheure. Et donc 5%, c'est pas négligeable. Avec ce déplacement, les sénateurs mesurent la difficulté de chiffrer un démantèlement, tant l'opération peut prendre du temps. À Brennilis, on estime qu'il sera terminé en 2023, soit 38 ans après son arrêt. Retour au Sénat, les auditions reprennent. Inviter le régulateur belge, ça risque de ne pas nous apporter grand-chose parce qu'il fonctionne trop exactement comme notre régulateur. T'as raison. Le régulateur qui pourrait nous apporter le plus d'éléments intéressants, ce serait le régulateur anglais. Oui. Mais il n'est pas obligé de venir dans une enquête. Hein. Au cœur des débats, la question de la sûreté nucléaire, un autre paramètre à prendre en compte dans le coût de l'électricité. La Cour des comptes estime à une dizaine de milliards d'euros les travaux de sécurisation du parc français. Nous partageons très largement l'ensemble des conclusions de la Cour des comptes. Une des conclusions importantes, c'est qu'il n'y a pas de coûts masqués, mais une des conclusions importantes, c'est qu'il y a un certain nombre de coûts dont il faut
très sûrement préciser le montant. Alors, deuxième point, c'est le coût d'un accident nucléaire. Je crois qu'il faut vraiment se faire une idée de ce que c'est que le coût possible d'un accident nucléaire. Il y a quelques estimations préliminaires de l'IRSN qui montraient que pour un accident modéré, le coût moyen pouvait être de 70 milliards d'euros. Et le coût estimé de l'accident de Fukushima ou de Tchernobyl, ce n'est pas du tout facile, compte tenu du fait qu'il s'agit de chiffrer des dommages causés à des populations, avec mort ou sans mort. À combien chiffrez-vous le fait d'avoir évacué un territoire, d'avoir évacué des personnes? Mais l'ordre de grandeur est probablement de 600 milliards à 1000 milliards d'euros. J'ai beaucoup aimé votre honnêteté en disant estimation sommaire. Vous avez bien dit que Fukushima va probablement encore bouger, enfin nous tirerons des leçons de ce qui s'est passé là-bas pendant non pas 6 ans comme à 3 Mile Island, mais peut-être plus 9 ans. Là, j'aimerais bien un tout petit peu avoir votre sentiment. C'est impossible d'avoir une estimation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'addition risque d'augmenter au fur et à mesure qu'on en tirera des leçons. Mais le chercheur savoir comment il avait travaillé, comment il avait fait son estimation. On a beaucoup apprécié son honnêteté intellectuelle, parce qu'il nous a dit un petit peu que ça avait un coût, le coût de tous les travaux nécessaires à faire dans nos 19 centrales à la suite de l'accident de Fukushima, mais il a bien dit que ce chiffre pouvait évoluer. En intégrant les travaux post-Fukushima dans le calcul du coût de l'électricité, le prix du mégawattheure passerait de 42 à 54,2 euros. Historiquement compétitif, le nucléaire pourrait être grévé par un autre élément, la gestion à long terme des déchets radioactifs. Elle pourrait coûter 28,4 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Un chiffre fragile car le projet d'enfouissement des déchets n'est pas encore définitif. Il est en expérimentation sur le site de Bure dans la Meuse. C'est là que se rendent les sénateurs. Bien. Jean-Pierre Lial, sénateur de Savoie. Expérience unique en France, le laboratoire travaille sur l'enfouissement des déchets radioactifs. Après une phase de concertation avec la population et les élus, suivie d'un vote du Parlement, le stockage pourrait débuter en 2025. Comment ça s'appelle ça? Comment vous l'appelez? Un conteneur de stockage de moyenne activité à Lino. Donc ça c'est un colis primaire et ça c'est un conteneur de stockage. Toutes les opérations, quand on manipule, quand on fabrique ce colis, quand on le manipule, etc., ça se fait toujours de manière téléopérée. Ce colis-là, c'est des colis qui sont extrêmement radioactifs. C'est-à-dire que si un jour je suis dans cette position-là, je reçois une dose létale immédiatement en fait. Donc ça c'est un problème de sûreté en exploitation. Les déchets les plus dangereux pourraient être conservés dans des couches d'argile. Des galeries ont été creusées 500 mètres sous terre. On reste groupé, hein. Mais pourra-t-on récupérer les déchets en cas d'accident? La question est essentielle aux yeux des sénateurs, soucieux d'éviter une contamination des sols. On suit le comportement du tube pour voir comment dans le temps il se comporte. D'accord, et c'est dans ce tube-là qu'on mettrait le combustible, on mettrait les cartouches, les réservoirs primaires, avec les robots. Voilà. Donc vous voyez, avant que ça se déforme, on a quand même un petit peu de temps, quoi. À la fois, le degré de technicité peut nous rassurer, mais le degré de technicité, avec toutes les recherches que ça veut dire, peut nous inquiéter parce qu'on ne sait pas encore si c'est au point, vu les années de stockage qui seront nécessaires, on peut être toujours interrogatif par rapport à la fiabilité d'expérience sur une dizaine d'années. En 2025, vous leur donnez un blanc-seing pour les... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le bilan de la journée aujourd'hui à Bure, c'est toujours pareil, on voit, on comprend notamment très très bien qu'il s'agit bien de récupérabilité pendant un siècle et d'irréversibilité du stockage pour le reste des millénaires. Donc on n'est pas sur la réversibilité du stockage. Donc ça, je crois que ça permet de bien mieux le visualiser. Je crois clairement qu'à partir du moment où on pose la question qui est la conviction des écologistes qu'on ne peut pas laisser ce cadeau empoisonné sous terre, le caractère irréversible de ce qui est proposé ici pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Les dépenses liées à la gestion des déchets nucléaires et au démantèlement des centrales ne sont pas les seuls éléments étudiés par la commission d'enquête.
Elle va aussi se pencher sur le coût de la maintenance si la durée de vie des centrales est prolongée. Le 14 mars, Henri Proglio, PDG d'EDF, est convoqué par les sénateurs. N'y a-t-il pas une dimension de pari dans la prolongation de durée de vie des centrales nucléaires au vu des investissements nécessaires et de l'incertitude sur la date de leur arrêt? En tout état de cause, une prolongation de la durée de vie des centrales actuelles dispense-t-elle EDF d'investir dès à présent dans des infrastructures de remplacement de ces centrales construites dans un intervalle de temps resserré? Monsieur Proglio, vous avez la parole. Le nucléaire existant est le moyen de production le plus compétitif. En tirer le meilleur parti représente donc la meilleure stratégie économique et industrielle pour le pays. EDF a donc pour ambition de porter la durée de fonctionnement de l'ensemble des centrales nucléaires à 60 ans. 60 ans. Cette démarche est celle de l'ensemble des exploitants mondiaux de nucléaire. Ce projet industriel suppose la réalisation de 55 milliards environ d'investissements dans les 15 ans à venir. Ce montant peut paraître considérable, et il l'est, mais il est bien moindre que celui qui serait nécessaire en cas de renouvellement du parc, quelle que soit la technologie utilisée. La stratégie d'EDF est claire. Il faut prolonger la durée de vie des centrales. D'après les calculs de la Cour des comptes, cette option aura un impact sur le prix de l'électricité, probablement de 10%. Souvenez-vous, dans la facture, il y a la production, mais aussi le transport. L'acheminement de l'électricité est essentiel. Et là aussi, les sénateurs vont enquêter sur son coût. Entre les premiers, ils passent à l'arrière. Je vais prendre Libération quand même. C'est pas que je m'ennuie quand M. Renard dans quelque part, mais... Vous connaissez le discours, c'est sûr. Bon, on peut peut-être y aller. Bon, moi, je vais bien mettre derrière. Ils se rendent à Saint-Denis, aux portes de Paris, pour visiter le centre de RTE, réseau de transport de l'électricité, une filiale d'EDF. On vient vérifier comment on gère le flux et ça permet, non pas de déterminer les coûts, mais les investissements nécessaires pour renforcer le réseau, pour qu'il puisse faire face à, par exemple, à une production d'un éolien offshore, c'est-à-dire très fort, très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer le réseau à ce moment-là de ce lieu de production? Et surtout, on vient étudier la gestion des pointes, c'est-à-dire les moments où la demande est très très forte et où il faut compenser cette demande, puisqu'il ne peut pas y avoir un déficit entre l'offre et la demande. L'éolien, ça a un petit peu changé, mais on est quand même... 61%. Oui, on est quand même toujours dans une zone d'exposition au vent. Là, on a des productions des grandes centrales. C'est ici que sont gérés en temps réel les flux d'énergie électrique qui desservent tout le territoire. Cela représente 21 000 km de lignes de transport à 400 000 volts. Lorsque l'État est confronté à des pics de consommation, il peut acheter de l'électricité en Europe. Pendant les grands froids, les moyens de production étaient mobilisés en France et on a importé. On a importé jusqu'à 9000 MW. Cette importation n'était pas principalement le résultat d'une pénurie en France, mais du fait qu'au moment de cette pointe, les différents acteurs de marché, les fournisseurs du marché français, ont trouvé à l'étranger des moyens de production qui pouvaient être moins chers que les leurs ou que les leurs à la marge. Ce qui veut dire effectivement que les échanges sont d'abord guidés par les prix. Monsieur, donc vous êtes en train de dire que vous en aviez sous le coude là? Il restait sans doute 3000 à 4000 mégawatts disponibles. Quels étaient les moyens de production français qui n'étaient pas concurrentiels? Qu'est-ce qui nous restait alors? Il nous restait des centrales au fioul, des turbines à gaz, des groupes diesel. Voilà, il nous restait ce type de moyens de production. Ça a été plus cher que les centrales charbon allemandes. Mais on voit bien que les grands investissements sont liés aussi au fait qu'on a un réseau dimensionné, au fait qu'on a des pics de production. Et ces pics de production sont très liés au chauffage électrique. Donc je crois que cette commission d'enquête est en train de montrer finalement l'interconnexion
des lignes, mais aussi l'interconnexion des coûts, et que finalement les grands choix qu'on a faits, du tout nucléaire, du tout chauffage électrique, et les deux étaient très liés, nous amènent à très moyen terme, même si l'électricité aujourd'hui est encore un peu moins chère en France, à une électricité demain qui sera plus chère. Ça, tout le monde le sait, et elle sera plus chère, notamment du fait de ces choix qui ont été faits il y a 10-20 ans. Troisième volet de la facture, les taxes dont la CSPE, contribution au service public de l'électricité. Elle finance entre autres le développement des énergies renouvelables et là aussi ça coûte cher. De 1,9 milliard d'euros en 2009, la CSPE serait passée à plus de 5 milliards aujourd'hui. Viennent ensuite les taxes locales, certaines communes ont réussi à les faire baisser. C'est le cas de Montdidier dans la Somme, ville pilote en matière de maîtrise de l'énergie. Elle s'est dotée de sa propre régie d'électricité. Une expérience que le sénateur Jean Desessarts a souhaité intégrer aux travaux de la commission. Ah oui, parce que là, ça souffle. Hein. Avec les nuages, on a l'impression qu'elle avance. C'est le vent qui fait plier les vagues, les vaches. Alors ça, c'est la production. Et vous pouvez aller jusqu'à 8, c'est ça? On peut aller à 8 quand il y a les 4. Là, on est au maxi des 3. Les 3 de 2 MW. Alors félicitations Madame la maire de faire marcher votre matériel à 100% lorsque nous sommes là. Hein. Voilà. Avec 4 éoliennes installées au sud de la commune, des panneaux photovoltaïques, la ville est une vitrine à ciel ouvert de ce qui se fait de mieux en matière de renouvelables. 6400 foyers bénéficient d'une facture allégée. Mais sinon, à Montdidier, on consomme l'électricité qu'on a produite. En premier lieu, oui. En premier lieu. Et on achète le complément. Parce que tu sais qu'il y a des endroits, où il y a des systèmes, tu produis l'électricité, tu envoies tout sur le réseau, tu vends et tu touches l'argent. Partout. Voilà. Parce que c'est un réseau indépendant. Tout ce qui est produit en trop, finalement, repart sur le circuit national. Nous dégageons des profits qui nous permettent de financer donc, des opérations de maîtrise de l'énergie, d'isoler nos bâtiments communaux pour pouvoir consommer moins, pouvoir réaliser donc l'extension de réseaux de chaleur pour que le client final paye moins sur sa facture d'énergie, et pour nos clients donc, qui sont raccordés à notre régie d'électricité, avoir aussi une facture énergétique moindre puisque la taxe municipale est moins chère à Montdidier qu'ailleurs. L'objectif, lorsque nous serons autonomes énergétiquement, c'est que la taxe municipale soit à un niveau de 0, alors qu'elle est sur un index 7. On est habitué à ce que la politique énergétique elle soit concentrée, centralisée, nationale, et là on a une politique énergétique qui est décentralisée, déconcentrée et diversifiée. Et ça c'est la grande innovation de Montdidier. En tant que rapporteur, c'est vraiment très intéressant de voir comment une ELD dynamique peut créer différents modes de production et qui arrive à de l'efficacité énergétique tout en étant moins coûteuse pour les habitants, enfin qui rapporte à la commune. Et en tant qu'écologiste, c'est concrètement la mise en application de diverses techniques de renouvelables. C'est formidable. Je suis socialiste. Hein. Mais moi je dis en tant qu'écologiste, j'apprécie. Dès que t'es rapporteur, je vais vous dire, je suis quand même content qu'il n'y ait pas que les écologistes qui fassent de l'écologie. Hein, parce que... Mais on a ça en commun. Dernière séquence de travail pour le rapporteur Jean Desessarts et les administrateurs du Sénat. Dans quelques minutes, le rapport doit être approuvé par la commission. Salut, ça va? Oui, toi. Oui. Monsieur le rapporteur, comment vas-tu? Ça va et toi? Nous en sommes aujourd'hui donc à la phase finale, c'est-à-dire la journée d'adoption ou non du rapport, puisqu'il y a un vote de cette commission de 21 pour adopter le rapport ou le refuser si éventuellement il ne convenait pas. Je vais vous demander un peu d'attention. Demander à ceux qui ne peuvent pas rester dans ces murs de bien vouloir nous quitter. Après 3 heures de discussion, le rapport est adopté, 20 voix sur 21. Seule la sénatrice du groupe communiste, Mireille Schurch, ne l'a pas voté. On n'a pas souhaité adopter ce rapport parce qu'on considère que le fil conducteur n'est pas le bon. Et premièrement, il ne remet pas en cause la libéralisation du système de l'énergie.
Et donc cela est très important pour nous puisque nous sommes plutôt favorables à organiser ce secteur avec un pôle public de l'énergie qui éviterait derrière des hausses de tarifs pour nos concitoyens. Après 6 mois d'enquête, le constat des sénateurs est sans appel. Les Français, adeptes du chauffage électrique, vont voir leur facture s'alourdir de 50% d'ici à 2020, pour atteindre 1 307 € par an contre 874 en 2011. En cause, les investissements considérables, environ 400 milliards d'euros, qu'il va falloir réaliser sur les réseaux, les énergies renouvelables, mais aussi sur la filière nucléaire, un sujet sensible qui a divisé les sénateurs. L'électricité, enfin, c'est un sujet sensible. Et j'aurais même, si je me permettais une mauvaise blague, même un sujet électrique entre nous, hein, puisque justement les points de vue sont très partagés sur les conclusions. Il y a eu un rapport objectif, il y avait des conclusions plus subjectives, et à ce moment, mes collègues n'ont pas voulu suivre les conclusions qu'ils ont trouvées, on va dire, un peu trop écologistes. Alors, pas de langue de bois, il n'y a pas eu de vote sur les conclusions du rapporteur. J'avoue que c'est une proposition que j'ai faite, car j'aurais trouvé vraiment dommageable que le rapport ne soit pas adopté. S'il y avait eu un vote négatif... Fait rare dans l'histoire d'une commission d'enquête, les conclusions du rapport n'ont pas été votées. Elle proposait 3 scénarios, dont un de sortie du nucléaire. Je ne peux pas en vouloir au rapporteur d'avoir été tenté de profiter de ce rapport pour conclure, lui, il faut sortir du nucléaire. Il était bien évidemment que sortir du nucléaire, là dans un rapport d'aujourd'hui, ça n'est pas plus acceptable d'ailleurs par l'opposition, l'UMP et les centristes, que par les socialistes eux-mêmes, qui eux aussi n'allaient pas voter les conclusions du rapporteur. Et donc en tant que président, j'ai voulu sauver, non pas sauver les meubles, j'ai voulu beaucoup plus que ça, sauver un travail approfondi, où là il y a eu un travail très consensuel de toutes les formations dans cette maison. La solution préconisée par les sénateurs pour réduire la facture, redoubler d'efforts en matière d'économie d'énergie. Mais ce qu'ils espèrent avant tout, c'est que leur rapport, même sans conclusion, alimentera le grand débat sur l'énergie qui s'ouvrira à l'automne. Qui a ma préférence, mais vous n'en serez pas surpris.